Mon père était imprégné depuis l'âge de 14 ans de l'idéologie jabotinskienne. Et il a rajouté à ça profonde, une profonde foi en l'Éternel et dans le destin du peuple juif. Il y a un mois, quasiment jour pour jour, disparaissait notre ami Jacques Kupfer, qui était le président du Likoud mondial, un directeur président du département de la diaspora au sein de l'organisation sioniste mondiale. Une disparition bien entendu prématurée des suites d'une grave maladie, une violente maladie. Nous sommes en ligne avec Nili Naouri Kupfer. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voudrions, à l'occasion donc de ces Shloshim, évoquer le souvenir de votre père et en particulier essayer de nous faire passer l'émotion que sa disparition a provoquée, que ce soit en France, dans la communauté juive, mais également en Israël. Nous parlions hors antenne sur le fait que vous aviez reçu énormément de marques de sympathie, de gens qui affirmaient avoir eu leur voix dans le sionisme, dans le monde du sionisme et même du sionisme nationaliste tracé par votre père. Effectivement, on a remarqué une émotion particulière, on l'a vu sur les réseaux sociaux en particulier. Expliquez-nous comment vous expliquez ce réveil, en tout cas cette sensibilisation, cette mobilisation de tant de gens autour du nom de votre père et de son action. Oui, je réponds encore aujourd'hui au nombre de messages qui nous ont été envoyés, tellement effectivement il y en a eu en masse, de la classe politique israélienne, même française, des hauts gradés de Tsahal, des maires d'Israël, des institutions et françaises, juives et israéliennes, et du peuple, de ce peuple qu'il aimait tant, dont il était si proche, ce peuple qu'il a réveillé, dont il a réveillé la conscience sioniste. Il fallait juste l'entendre pour être pris d'un feu sioniste qui brûlait en nous, un feu qu'il a su réveiller véritablement dans la communauté juive francophone et qui ne le lâche pas vu que dès que a été su sa disparition tragique, effectivement, c'est un déferlement de messages que nous avons reçus nous disant à quel point ces gens lui devaient leur alia, qu'ils lui devaient le fait d'avoir donné un sens à leur vie, qu'ils auraient pu terminer en voyous dans la rue, mais qu'il les a mobilisés autour d'Eretz Israël, autour du Ham Israël, autour de combats plus nobles que ça, il n'y avait pas pour l'application de la souveraineté sur l'intégralité d'Eretz Israël, pour le combat pour la libération des Juifs du RSS, le combat contre l'antisémitisme. Et il y a énormément de gens qui, au fur et à mesure des années, puisque mon père a été militant depuis l'âge de 14 ans et il est décédé donc à 74 ans, ça a été 60 ans de militantisme où chaque jour il a encore mobilisé des gens, chaque jour était consacré en plus de sa vie professionnelle et de sa vie familiale à Israël. Il ne pensait qu'à Israël, comment pouvoir encore mobiliser des gens, des forces, des moyens, comment sensibiliser les gens à Eretz Israël. Et je pense que les messages que nous avons reçus témoignent de sa réussite exceptionnelle dans ce domaine. Vous avez un message qui vous a particulièrement marqué d'une personnalité qui a exprimé, on va dire, son émotion? On en a eu beaucoup. D'abord de Binyamin Netanyahou qui se rappelait des galas que mon père organisait avec 3000 personnes en France et où il avait d'ailleurs annoncé que Netanyahou serait Premier ministre de l'État d'Israël bien avant que Netanyahou se joigne à la classe politique. Il était encore ambassadeur, il venait de terminer sa mission d'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Le fils d'Yitzhak Shamir nous a aussi appelés, très émus. Mais je pense qu'au-delà
Il y a les gens de Hebron, bien entendu. Voilà. C'est les visites que nous avons eues. On a eu tout Hebron qui a défilé durant la Shiva. Et ça, c'était particulièrement émouvant. Quelqu'un qui habite Hebron nous a dit qu'il aurait aimé avoir le même amour pour Hebron que mon père. Un autre nous a dit on a l'habitude de voir des gens se promener dans Hebron et on voit tout de suite si c'est un touriste ou si c'est un habitant. Et quand ton père défilait à Hebron, marchait dans Hebron, il y marchait en tant que propriétaire. Et on voyait qu'il était partie intégrante du paysage de Hebron. Et ça, je pense aussi que ce sont des messages qui ont été très forts parce que Hebron était véritablement au cœur du combat de mon père. Il était persuadé que Hebron était la source, la base de notre droit sur tout Eretz Israël. Lorsque l'on pense que les deux rives du Jourdain nous appartiennent, alors bien entendu, ça n'était pas un problème pour mon père d'expliquer qu'un petit point à l'intérieur de toute cette carte était israélienne, devait être entièrement sous souveraineté israélienne. Et les Yom Hebron qu'il a organisés pendant 35 ans et que nous continuerons, si Dieu veut, où défilaient 1200 juifs francophones dans les rues de la ville des Pères, c'était une expérience qui est inoubliable, qui marque à jamais le souvenir des petits comme des grands, parce que c'est un message extrêmement fort. Et véritablement, ce lien entre la communauté juive francophone et Hebron, ça, c'est grâce à mon père. Alors, comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est le fait que Jacques Hupfer soit resté une sorte de boussole idéologique qui n'a jamais véritablement bougé, qui soit resté un repère pour des gens qui peut-être avaient des difficultés à trouver leur repère? Et même sur le plan politique, parce que on en parlait il y a quelques semaines. Ses amis du mouvement du Khérout originel d'Israël, des gens comme, on va dire, Dan Meridor, Ronnie Milo, sont des gens qui, dans leur idéologie aujourd'hui, on a du mal à retrouver le message que votre père faisait passer, alors qu'ils venaient de la même souche, on va dire, de la même souche idéologique. Comment vous expliquez qu'ils soient restés comme ça, alors que ses autres amis, beaucoup de ses amis, aient bifurqué sur le plan politique? Mon père était imprégné depuis l'âge de 14 ans de l'idéologie jabotinskienne. Et il a rajouté à ça une profonde foi en l'Éternel et dans le destin du peuple juif. Il a été extrêmement proche de Begin, de Shamir, de Sharon jusqu'au démantèlement de Gaza et l'expulsion du Gush Katif. Et il a donc côtoyé énormément le mouvement politique, la branche politique du mouvement, mais il n'a jamais cherché son intérêt personnel. Il n'a jamais demandé de place, il n'a jamais pensé à ses intérêts politiques, il a toujours pensé idéologie et ce qui était bien pour l'intérêt d'Israël. Et il avait effectivement un véritable don de visionnaire. Très souvent, les gens autour de lui, lorsqu'ils l'entendaient, disaient mais tu exagères, Jacques, il ne faut pas voir les choses de cette manière, ça ne va pas se passer comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte à chaque fois qu'il avait raison. Il avait véritablement un don de clairvoyance et de lucidité pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est pour ça que les gens, finalement, le suivaient, parce qu'il avait une vision claire et nette. Il n'y avait pas d'intérêt politicard dans son discours, il y avait juste de l'idéologie pure. Et c'est pour ça d'ailleurs même des rabbinim le suivaient. Je me rappelle que Manitou ne participait à aucun meeting politique, mais au meeting politique de mon père, il venait. Et je crois que ça reflète beaucoup la droiture dans le discours qu'avait mon père, où il n'y avait aucune bifurcation. Il a exécré véritablement tous ce qu'on appelait les princes du Likoud, qui pour leurs intérêts personnels, politiques, ont dû virer. Et je suis heureuse que
qu'il soit resté, et ça ne m'étonne pas parce que c'était son caractère, il était droit et il a été jusqu'au bout. Son caractère ne lui permettait pas de faire de la politique qui est l'art du compromis. Non, c'était le contraire de la personne qui accepte les compromissions et les compromis. Il n'y avait aucun compromis, que ce soit concernant Eretz Israël, que ce soit le Ham Israël ou que ce soit la Torah d'Israël. C'était une et même chose que l'on devait appliquer à la lettre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de réfléchir sur la question de l'intégrité et l'intégralité de ces éléments. Donc, effectivement, voilà, il y a juste eu ce dernier poste que, pour la première fois, il a demandé, donc quelques mois, pour lequel il s'est battu quelques mois avant sa disparition, parce qu'il voulait absolument créer un département francophone à l'Organisation sioniste mondiale, parce qu'il est persuadé que la communauté juive francophone peut être le fer de lance qui pouvait réveiller la révolution sioniste en Israël. Et donc, il s'est battu pour avoir ce département. Vous avez parlé du département de la diaspora. Il ne parlait pas de la diaspora, mais des activités sionistes en Gola. Et c'est une différence aussi qui était primordiale pour lui. La diaspora est légitime, alors que les Juifs qui vivent en Gola, ils vivent en exil. Et aujourd'hui, c'est le temps du rassemblement des exilés. C'est ce qu'il voulait faire au sein de ces deux départements qu'il avait obtenus, les activités sionistes en Galoute et le département des francophones, non seulement pour liquider la Galoute, comme le disait Jabotinsky, sinon la Galoute peut liquider les Juifs, et également s'occuper tous particulièrement des francophones qui ont ce feu dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce feu sioniste qu'il a su tellement allumer et qu'il aurait continué de manière exemplaire dans ce département s'il avait pu l'assumer. Alors justement maintenant, comment avez-vous l'intention, vous, au nom de sa famille, de perpétuer son souvenir? Est-ce que vous avez des projets? Comment se rappeler de Jacques Kupfer dans l'avenir? Et des projets, on en a énormément. Bon, ça va déjà commencer demain à Hebron pour perpétuer son souvenir. Les shloshim se dérouleront à Hebron, à Kiryat Arba et à Hebron même, à la Yeshiva Shavei Hebron, qui a toujours été notre partenaire pour le Yom Hebron, puis à la Meharat HaMarpela et sur le toit du Beth HaMarpela, qui est une des maisons qui ont été libérées par une association qui s'occupe de libérer des maisons des mains ennemies et y replanter le drapeau d'Israël. Et mon père aidait aussi cette association. Et il avait déjà, même malade, entrepris beaucoup de projets pour ce département. Et j'espère avoir l'aide nécessaire pour que ces projets voient le jour. Ça n'est qu'une amorce de révolution sioniste. Nous continuerons bien entendu avec Israel is Forever, cette association qu'il avait fondée il y a quelques années et qui avait donc repris le Yom Hebron, mais qui a repris le combat pour la mobilisation des Juifs francophones sionistes, non seulement en Israël, mais aussi en France. Donc, nous continuerons cela aussi. Nous continuerons aussi la possibilité de l'encouragement de l'Aliyah des Juifs de France et une meilleure intégration en Israël. Alors donc, justement, qui pourra remplir sa mission qu'il n'a pas pu remplir au sein de l'Organisation sioniste mondiale? Est-ce que ce poste va se maintenir et qui va le remplir? Alors, je vais vous dire que c'est maintenant dans le jeu de Politica. Ouais. Et pas encore ce que va devenir ce département. J'ai juste eu la promesse et j'espère qu'elle sera tenue, que les programmes que mon père avait mis en place seront respectés et maintenus et qu'ils pourront donc voir le jour. Donc, je ne sais pas encore ce qui se passera au sein de l'Organisation sioniste mondiale.
Eh bien, Nelly Kupfer, merci beaucoup. Je le rappelle donc, on va donner les horaires pour les personnes. Je ne sais pas exactement comment cela se passera avec les restrictions sanitaires, mais en tout cas, donc les prières des Shloshim. Oui, un lien, ça sera diffusé en direct sur la page Facebook d'Israel is Forever, car effectivement, encore malheureusement, il y a des restrictions au niveau des rassemblements et nous ne voulons causer de danger à personne. Donc, on est effectivement en Zoom. Oui, on va être pas en Zoom, mais en lien direct et seulement un nombre limité de personnes peuvent y participer réellement. Mais on va se réserver, si Dieu veut, pour de grandes commémorations pour l'année. Et j'appelle la communauté juive francophone surtout à ne pas se démobiliser, mais au contraire à perpétuer son souvenir en augmentant l'Aliyah et en augmentant la mobilisation juive pour cette révolution sioniste qu'il voulait faire. Eh bien, merci beaucoup, Nelly Kupfer, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite Nechama, consolation, après la disparition de Jacques Kupfer, Zichrono Livracha. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.